Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir d'expérience. On peut avoir une voiture stock. Comme je n'arrête pas de dire à tout le monde, mes clients, hey, là, il faut que j'arrive avec un auto préparé. Ma belle-sœur vient rouler avec un Yaris automatique 2006. Aussitôt que M. Gartin est décédé, on a eu plusieurs appels. Hey, le terrain, tu sais, à vendre, on aimerait ça, faire un gros projet. Non, pourquoi on serait à vendre? Mais là, M. Gartin est parti, ça va arrêter. Non, on continue. Permettre à des gens d'avoir l'opportunité d'avoir un endroit sécuritaire. Je trouve que c'est tellement important. Je trouve que ça devrait être plus annoncé. Oui, on en fait beaucoup avec les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus facile. Mais de permettre justement le sourire des gens. J'ai fait beaucoup de coaching dans ma vie. Puis c'est rare que j'ai sorti quelqu'un d'un auto triste. Jonathan, tu connais le circuit de Saner, c'est là depuis 1969. Il y a énormément d'histoires qui entourent le circuit de Saner, il y a des milliers d'adeptes qui s'y retrouvent chaque semaine. Évidemment, son fondateur, Jacques Guertin, est décédé l'an dernier. Depuis, on ne sait pas trop ce qui se passe avec le circuit, à qui ça appartient, quels sont les champs d'activité. Et pour en parler aujourd'hui, on a Kevin Leduc qui est avec nous. Merci d'être là d'abord. Ça fait un grand plaisir. Merci d'avoir revêtu l'habit officiel, disons ça comme ça. Première question, je veux qu'on comprenne l'ampleur de Saner, ce que ça a représenté au fil des décennies chez nous au Québec, à quel point ça a mis aussi le Québec sur la map pour des adeptes de sport motorisé qui ne sont pas d'ici. Si tu peux nous retracer les grandes lignes de l'évolution de Saner. Depuis, c'est ça, 1969 que M. Gartin il a construit ça avec une pelletée de terre et un grand terrain. Oui, à Saint-Pie-de-Bagotte. Saint-Pie-de-Bagotte, il y en a beaucoup, surtout les Américains ne disaient pas la ville de Saner. Tu disais au State, la ville de Saint-Pie, aucune idée. Mais la ville de Saner, ils savaient c'était où au Québec. Puis, yes, from Québec! Ils savaient justement que la ville de Saner existait, mais la ville de Saint-Pie, ils ne savaient pas absolument pas c'était quoi. Fait que c'était déjà une bonne... écoute, je te dirais qu'on demande à des gens au Québec c'est quoi Saint-Pie. Encore aujourd'hui, c'est ça. C'est en plein ça. Mais c'est ça, ça a vraiment marqué le côté Amérique du Nord là, complètement avec les gros événements grands nationaux de plusieurs années là, qui se sont passés. Qui est le plus gros événement là, qui a été fait qui a été fait de drag, là, que les plus gros noms ont passé par là au courant des dernières années. 73, Gilles Villeneuve a remporté une course là-bas. C'est quand même... Sa première, je pense, en circuit routier qui a gagné justement sur le site directement, là, sur le côté du drag. En Formule Ford. Ouais. Et puis, des années plus tard, il y a eu du NASCAR. Vous avez fondé le Trioval aussi. Ouais. Bon, évidemment, tout ça, ça fait en sorte que le site a pris énormément d'ampleur. Oui. C'est le plus grand complexe motorisé au Canada. Es-tu sérieux? En termes de superficie, là, c'est le plus grand, qu'il y a le plus de choses qu'on peut faire différentes sur le circuit. OK. Puis, qui est passé par là pour qu'on comprenne à quel point c'était un phénomène? Là? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à Saner. M. Gartin, il en a fait grandir beaucoup, justement. Oui. Parce qu'il était un pilote lui-même. Oui, de base. Il aimait tout ce qui était, surtout aviation. Mais ça a été un grand pilote là, qui s'est démarqué quand même par ses nombreuses courses. Là. Il y a beaucoup de trophées dans la maison, dans le silo. Là. Ouais, on va y revenir. Il y a on va y revenir un peu plus tard. Beaucoup de trophées. Puis la NHRA. NHRA, c'est ça. C'est quoi exact, puis pourquoi ça l'a plu à Saner? Ça a été, c'est le plus grand association de drague connue en Amérique du Nord. C'est Top Fuel, Funny Car, Pro Stock. C'est la plus grande association de drague connue à travers le monde là, qui se passe aux États-Unis principalement. Et nous, on a eu plusieurs manches à Saner dans les années 70, 80 jusqu'en 92 qu'on a eu la dernière manche. Là. Puis la raison que ça l'a arrêté, c'était en 92. Le gouvernement a interdit le plomb au Québec. Donc, il y avait des sanctions par voiture qui coursait.
Donc, OK. à partir de là, les Américains ont dit, ben on veut plus descendre, tu sais, pour le coût que ça coûte d'amende. Donc, à partir de 92, là, ça l'a arrêté, malheureusement. Fait que peu importe où au Québec, même Canada, ça l'a arrêté complètement? Ou, Ben, c'était la seule. C'était la seule C'est le seul endroit au Québec, ouais, qui c'est avait ça. le Grand National. Il y avait d'autres pistes de course qui étaient sanctionnées à NHRA, mais qui avaient le Grand National. On était la seule qui avait cette licence-là. C'est là. ça, parce que Napierville avait notamment la licence NHRA, Oui. mais n'avait pas un événement d'envergure comme Du celui-là. Grand National. Les installations ne sont pas les mêmes non plus. Non, là. c'est en C'est plein gros le site. Là. C'est ça. Encore aujourd'hui, c'est encore énorme, là, mais Oui, c'est ça. ça n'a pas changé depuis plusieurs années. Bon, évidemment, le départ de la NHRA, c'est survenu quelques années après le départ de l'Indy, parce que Ouais. la Formule Indy a eu lieu aussi Sur le Triaval. à Saner. Oui, c'est ça. Depuis, je me souviens pas de l'année exacte, là, mais il y a eu beaucoup de courses de IndyCar, là, justement, sur le fameux Triaval qui était le mini Daytona, surnommé par certains. Ouais. Puis bon, évidemment, ça, c'est parti parce que Toronto les a accueillis. Oui. Et c'est encore là aujourd'hui. C'est encore là Fait que c'est aujourd'hui. dire à quel point Saner s'illustrait en termes de sport motorisé à l'échelle nord-américaine. là. Oui, complètement. Puis la piste de drague, c'est ça qui a fait connaître Saner. Oui, c'est ça. C'est avec ça qu'il a mis son air en vie avec les gros événements, justement, comme ça. C'est Comme le ça Grand qui tient National. encore Saner en vie, n'importe quoi? Là, je te dirais que c'est un ensemble de plusieurs choses. Avec les années, il y a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Quand NHRA sont partis, on a accueilli en 2000, on a commencé les dragues de rue qui se passaient dans la ville de Saint-Hyacinthe, dans le quartier industriel. Puis Il y avait du drag de rue à Saint-Hyacinthe, ah ouais, Ben, ça? pas officiellement. OK. C'était des courses de rue que le Non monde- autorisé. C'était en plein ça. OK. Fait que c'était des courses qui se passaient dans le quartier industriel. Puis à partir de là, en 2000, justement, ils ont dit « Hey, on aimerait ça faire du drag pour ramener un petit peu cette flamme-là. » Puis justement, ça a commencé avec Fast and Furious en 2001. Fait que l'engouement a juste explosé à partir de là, d'amener justement les gens qui coursaient dans la rue, mais de les amener sur un circuit. On a commencé nos premiers événements sur le Trioval. C'est le petit 200 mètres Ouais. là, qui est vraiment pas long. La première journée, on s'est ramassé à peu près 400 personnes. Ça l'attendait dans la rue, la SQ, le MTQ, tout le monde dit là, il y a trop de monde. Là. Faut faites-les rentrer plus vite. Les gens arrivaient genre à 10h30, puis il y avait encore du monde qui voulait rentrer. Fait Wow. que, OK. Monsieur Martin, il dit OK, là, vous êtes trop petit, ça Triaval, on transfère sur le drag. Fait qu'à partir de là, on a transféré sur le drag. Puis là, on Le a quart commencé. de mille. Le quart de mille, c'est ça OK. qu'on est aujourd'hui. Parce que Saint-Eustache avait commencé aussi à faire du drag de rue comme ça Ouais. sur un huitième. Un huitième. C'est ça. Fait que le quart de mille, c'était un autre challenge. C'était déjà un bon upgrade là, versus qu'est-ce qu'on avait justement sur le huitième, de l'autre côté, sur le Triaval. Aujourd'hui, dans le pic, là, combien de gens vous êtes capable d'avoir Ça pour un varie. événement de drague? Hein? Ça varie beaucoup entre 3 à 5 000 personnes, là, tout dépendant des... Surtout en revenant de l'hiver, le premier de l'année, là, on a à peu près un pic là, à 4 000 à 5 000 personnes qui viennent visiter un vendredi soir pendant 4 heures de temps. C'est quoi les gros événements que vous faites de drague? C'est vraiment juste le drag de rue. Fait qu'il n'y a plus de gros événements en tant que tel. On est rendu avec le dimanche qu'il y a des drags sur le quart et demi. On est la seule piste au Canada à offrir le demi-mille qui est sur une piste de course et non un aéroport. C'est important de bien... Parce qu'il y a des aéroports qui font du demi-mille, Ouais. mais on est le seul circuit à avoir le demi-mille les dimanches. Y a-t-il un avantage ou ça pas de... Ben, tu peux le dire un peu plus longtemps. Fait que, normalement, toutes les voitures générales sont pas mal modifiées pour le corps, mais avec le demi, ben là, tu es capable justement d'avoir des gars en moto, avec des gars qui ont des GTR, avec beaucoup de force, qui peuvent justement là, rouler sur le demi. Mais l'avantage, évidemment, de le faire sur un circuit plutôt que sur une piste d'aéroport, y en aurait-il un? On en fait plus souvent. On a l'accessibilité. Normalement, on en fait environ un par mois versus les aéroports, ils en font peut-être une par année. Donc, ça permet justement l'accessibilité là, à tous de venir avec n'importe quel type de véhicule. Et il n'y a pas de risque de manger un avion en arrière de la tête en pleine accélération. C'est un sérieux avantage, ça aussi. Bon, Saner, c'est bien plus qu'une ligne de drague parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes d'activités qui se passent là-bas. Les corps policiers font de la
formation, il y a des écoles de pilotage, évidemment, il y a le circuit. Parle-nous de tout ce qui se passe dans une année à Sanair. De mon côté, moi, je m'occupe de tout ce qui est lapping, drag, drift. Donc, OK. tout ce qui est au niveau du circuit routier, autant sur le Trioval que sur le côté numéro 3, là, le circuit routier. Ouais. J'organise une dizaine de journées par année d'événements ouverts à tous. Donc, de 14 ans jusqu'à mon plus vieux, 79 de souvenirs, OK. qui vient rouler. Fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir d'expérience. On peut avoir une voiture stock. Comme je n'arrête pas de dire à tout le monde, mes clients, hey, là, il faut que j'arrive avec un auto préparé. Ma belle-sœur vient rouler avec un Yaris automatique 2006. OK. Puis elle a du fun comme jamais. Fait que ça prend pas un énorme véhicule pour commencer. Ça prend juste une volonté de vouloir le faire à la bonne place. Pas sur la route, mais sur la rue. Pas sur la route, mais sur la piste. Donc, à partir de là, au niveau du lapping, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le drag, on en a parlé déjà. Ouais. Le DRF, même chose, c'est ouvert à tout le monde. C'est le même circuit que le DMCC utilisait, mais qui est ouvert à tous. Puis au niveau des corps policiers, on a vraiment la SQ qui est implantée depuis plusieurs années. Ouais. D'année en année, on va chercher. On est rendu Lévis, Laval, Longueuil, Québec, Deux-Montagnes, Trois-Rivières. Le GTI qui vient de se pratiquer avec la tour de la Trioval. Il y a beaucoup de corps policiers qui viennent justement se pratiquer, qui partent de loin. Là, on s'entend, Lévis, c'est pas à la porte, puis ils viennent quand même chez nous pour pratiquer, pour la Nicolette, le service. Ils pratiquent une fois par année qu'ils viennent passer une semaine là, pour pratiquer justement sur le circuit directement. Puis évidemment, vous avez la possibilité aussi de louer l'endroit pour des gens qui veulent avoir un circuit pour une journée. Je pense que l'école de course Vintage aussi. Vintage vient souvent. Ils viennent souvent profiter justement. Là, ils louent le circuit une journée. Donc, ils nous appellent, on cédule la date. Le calendrier, il est assez plein. Ça fonctionne pas loin de 7 jours sur 7 l'été. L'hiver, même chose, les policiers viennent se pratiquer. L'hiver aussi? L'hiver, la SQ loue environ pas loin d'une centaine de jours par année, plus tous les autres corps policiers. Été-hiver, automne, c'est quasiment un centre 4 saisons. Il y en a beaucoup qui fonctionnent juste l'été, mais nous autres, on fonctionne vraiment pas mal 4 saisons à l'année quasiment. Fait que j'imagine que si vous louez durant l'hiver, ça demande un entretien de piste considérable. Oui, c'est du déneigement. Fait que on est chanceux avec l'asphalte, ça fond assez vite. OK, mais ils veulent pas sur neige. Il y en a qui font sur neige. Il y a des sections qui sont sur neige, sur glace. On a une piste d'hiver aussi, justement, qu'on arrose pour faire des événements hivernales. Des événements avec Marie-Laurence Paquin aussi qui donne des cours de conduite sur le Trioval. Donc, c'est vraiment quand même assez bien englobé. Ça va quand même. C'est vraiment pas vrai. On va parler de M. Guertin, mais plus tard. Là, je veux savoir sur toi. Comment tu as fait pour atterrir à Sanair? T'as-tu eu des contacts, des études là-dedans dans la course pour t'amener jusqu'à là? Moi, j'ai grandi à Sanair. Depuis que j'ai 2 ans, ma mère, elle a travaillé pour M. Gartin en 96. Ah ouais? Puis, j'ai été élevé là à passer ses fins de semaine à vendre de la publicité pour M. Gartin dans le temps. OK. Après ça, en 2000, on a commencé les drags. Fait que moi, j'ai grandi, j'étais tout petit, quasiment à gauche culotte. M. Gartin m'a vu grandir avec lui, puis toutes les animaux, pas de la ferme parce que c'était pas ces animaux exotiques. Fait que j'ai vraiment grandi à travers les années-là. Puis je me souviens, j'avais peut-être 15-16 ans, puis je regardais M. Gartin faire, puis je disais, mon Dieu, j'aimerais donc bien ça, moi aussi, organiser comme ça un événement de course. Mais là, je me dis, j'ai pas de connaissances, j'ai pas, tu sais, Fait que à mes 18, j'ai dit à M. Gartin, j'aimerais ça organiser un événement. J'ai dit, c'est-tu possible? J'ai dit, oui, t'as juste à louer la piste, puis je vais t'aider dans ton cheminement. Fait qu'à 18 ans, j'ai fait un événement, je me suis royalement planté. J'ai perdu 6 000 $ parce qu'on a fait tirer un auto. On a cancellé la journée, c'était pas le samedi, finalement c'était le dimanche. Fait que la moitié du monde n'a pas pu venir. Fait que là, j'ai fait comme, OK, organiser. C'était quoi comme événement? C'était un événement de drague. OK. C'est un événement de drague qu'on donnait un auto, donc ça coûtait 15 $. Tu pouvais avoir la chance de gagner un Honda Civic qu'on avait modifié dans le temps pour l'événement. Puis, M. Gartin m'avait tout dit, un gros événement, tu vas voir, c'est du temps, c'est de l'organisation. Puis, si t'as pas de commandite, si t'as pas rien, ben tu pars. La scène, ça arrive vite au bout. Fait que j'ai perdu 6 000 $. J'ai fait comme, non, c'est pas pour moi. J'ai arrêté ça. Puis, 2-3 années plus tard, j'ai vu des gens organiser une journée qui était pas parfaite. Puis là, je me suis dit, hey, je vais appeler un de mes chums, on l'essaye. On le réessaye. Je me suis planté, c'est pas grave, on va l'essayer. Fait que là, je rappelle M. Gartin, je dis, hey, j'aimerais ça organiser un autre événement qui, là,
qui était Lapping, qui est maintenant aujourd'hui Sanair Track Day, OK. qui est ma compagnie, que j'organise justement des événements OK. au travers les certains drag, drift et lapping. Puis à partir de là, j'ai dit à M. Gartin, je veux le rasseyer. Il dit parfait. Il dit, as-tu une idée de combien de dates que tu veux? Je dis, ben, je vais commencer par 3. Il dit, mais là, tu sais que le 2-3 ans, tu t'es planté comme faux. Là. Je dis, oui, mais je vais le faire différemment. Là, j'ai appris, si vous pouvez avoir des conseils à me donner, je vais tous les prendre. Là, j'étais avec un de mes chums aussi. On a une meilleure vision des choses. Puis à partir de là, on a été capable là, justement de créer Sanair Track Day. Puis aujourd'hui, ben, ça roule encore. Tu disais avoir grandi avec Sanair. Est-ce que tu as travaillé là? Est-ce que... J'ai participé beaucoup à d'événements. Donc, ma mère travaillait pour M. Gartin. Donc, en fil en aiguille, j'étais tout le temps là, toutes les fins de semaine. Toutes mes fins de semaine, j'étais là. J'avais mon petit motocross, je me promenais sur la piste. J'allais regarder les courses. J'ai aidé à donner des radios quand j'étais plus petit. Mais sans nécessairement être impliqué de façon officielle dans quelconque événement. Je comprends. Non, OK. ça. Et là, tu as parti ta compagnie. Oui. Ça fait combien de temps? Cette année, c'est ma 10e saison. Ah oui, OK. Que je roule avec Sanair Track Day, là, on a commencé ça justement en deux chums de dire hey, on l'essaye, go. On est capable de faire mieux. Puis finalement, 10 ans plus tard, on est encore là. Puis on organise des événements. Même maintenant, on me demande d'aller aider sur certains circuits pour aller flaguer, pour m'occuper de la sécurité sur piste. Qui est un élément quand même assez important. Sens-tu qu'il y a un désintérêt des jeunes ou des gens vis-à-vis de la course automobile parce qu'il y a moins de grands événements que par le passé, peut-être? C'est moins annoncé. Je dirais pas qu'il y a une baisse. Moi, depuis mes 10 dernières années, je vois vraiment une augmentation. Au contraire, des gens qui... les bébelles sont de plus en plus intéressantes, plus intéressantes au niveau du prix aussi, beaucoup plus abordables. Donc, ça permet justement de grandir progressivement le sport automobile. Différent versus comme dans les années qu'on avait des gros événements comme le Grand National. Ben ouais. Mais beaucoup plus à petite échelle, mais sur beaucoup plus de journées. Donc, beaucoup plus de gens. Là, quand j'ai commencé, j'avais de la misère à avoir 20-30 personnes. Là, je me situe dans mes 10 jours, je me situe tout le temps entre 50 et 70 personnes qui viennent rouler avec leur véhicule. Là. OK. Évidemment, M. Gartin est décédé l'an dernier. Oui. Ça a dû être un choc, premièrement. Mais lui avait planifié ces choses de façon assez peu orthodoxe parce que tous les amateurs, parce que M. Gartin était quand même pas jeune, là, et tous les amateurs se demandaient bien ce qui allait advenir du circuit de Sanair une fois son départ. Oui. Et comment est-ce que tu pourrais décrire un peu la passation de son héritage vis-à-vis de vous tous qui travaillez là aujourd'hui essentiellement, parce que ça n'a pas été légué à ses enfants ni à des proches. Il a créé une fondation essentiellement. Oui, il a créé une fondation, puis il a tout transféré, toutes les compagnies qui gèrent Sanair dans la fondation. Puis maintenant, c'est juste des administrateurs. Donc, à partir de maintenant, ça ne peut plus être vendu, sauf si les 3 administrateurs veulent vendre, mais dans aucun cas, on peut vendre parce que justement, ça prend des passionnés pour être dans la fondation, donc c'est pas n'importe qui. Tu fais partie de ces administrateurs-là. OK. Oui, qui sont les autres administrateurs? Il y a deux autres personnes qui sont avec moi pour me supporter, pour être capable justement de continuer, comme M. Gartin voulait, de continuer à rouler le circuit, comme lui le faisait dans le temps, mais d'amener notre jeunesse puis notre expérience justement, surtout avec les médias sociaux. Aujourd'hui qui explose de plus en plus. Là. Fait que d'amener notre touche à nous, que lui était vraiment loin, très loin. Il faisait encore ses factures au dactylo. Là. Pourriez-vous être plus que 3 dedans? Hein? Pourriez-vous être plus que 3? Non, c'est maximum 3. C'est lui qui voulait ça. La fondation, elle est partie en 2001, si je me souviens bien. Fait qu'à partir de là, il a vraiment fait toutes les règles pour juste embarquer dans la fondation non plus. Ça prend quelqu'un qui veut s'engager. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui peut amener des sous et dire « Hey, je vais embarquer dedans. » Il faut que tu aies fait un minimum de 5 ans à Sanair. Donc, que tu aies amené de la business, que tu aies amené du temps, beaucoup de temps. Donc, ça élimine beaucoup des gens, des profiteurs, justement. Ouais, hey, je vais embarquer, puis non, t'as au minimum 5 ans, puis après ça, les 3 personnes réunies doivent accepter la candidature de la personne. Donc, ça permet justement de protéger que ce ne soit pas n'importe qui veulent juste s'impliquer pour dire hey, il y a une pause de cash à faire. On va s'arranger pour vendre tout, puis partir avec. Quand ça marche, prendre une décision.
C'est avec les trois. Donc, tout le temps, on se rencontre les trois. On choisit, mettons, OK, on veut partir un projet, parfait, on se rencontre les trois, puis à partir de là... Y a-tu deux votes oui, puis le ça part, ou faut que les trois soient d'accord? Faut que les trois soient d'accord toujours. On essaie justement de travailler tout le temps ensemble le plus possible. C'est sûr qu'on a toujours, il y a des différends comme dans n'importe quelle entreprise, mais c'est de faire en sorte qu'est-ce qui est le mieux pour Sonneur. Donc, si au final, on aide Sonneur, s'il y en a un qu'il y a un différent, bien, on va essayer de trouver une solution justement à trois pour être capable que les trois soient d'accord. Tu me disais que M. Guertin faisait encore ses factures à la dactylo. Ouais. Je trouve que cette seule ligne-là illustre à quel point M. Guertin est un personnage en soi. Parle-moi de Jacques. Parle-moi de ce monsieur-là que tu as connu, que j'ai connu aussi, qui m'a rendu service à maintes et maintes reprises parce qu'il nous louait la piste pour des montants dérisoires, qu'on puisse faire des essais pour nos voitures au guide de l'auto ou dans d'autres événements. Plus récemment, moi, les dernières fois que j'ai discuté avec lui, il était en litige avec la ville et devait passer en cours et j'avais écrit un article qui l'avait aidé, m'avait appelé pour me remercier de tout ça. Mais c'était tout un personnage, là. Décris-moi le bonhomme. Là. Moi, comment je l'ai connu, ça a tout le temps été justement, M. Guertin, ça a tout le temps comme un vieux sage qui avait beaucoup d'expérience. Sage, je ne saurais pas en dire autant. Ben, à mon avis, à moi, le côté que moi j'ai connu, tu sais, il s'en est passé des histoires dans le temps. On n'est pas tout au courant, puis on sait pas tout. Mais moi, c'était vraiment comme un modèle. C'est vraiment lui qui m'a appris tout ce qui est un mentor. Toute ma business aujourd'hui, les fondements de ma business, justement, c'est aussi simple qu'on répond encore au téléphone, puis il n'y a pas d'IA, le moins possible. Toutes nos posts sur Facebook, il n'y a pas de photos faites avec l'IA. Il y a cette mentalité-là, justement, d'avoir la possibilité d'avoir une communication toujours avec quelqu'un. Vous appelez à Sonneur, là, maintenant, c'est encore, si on ne répond pas pour X raison, c'est encore sa voix qui est là. Ah oui? On l'a gardé, justement. Okay. Fait que si jamais vous appelez à Sonneur et qu'on ne répond pas, qui est très rare, mais qu'on transfère directement sur nos téléphones pour justement avoir toujours une communication directe avec la personne, d'avoir ce côté humain-là, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup. Le service à la clientèle, à quel point c'est important qu'aujourd'hui, justement, on tombe sur des boîtes vocales, que si, dis ton nom, fais ci, fais ça, fais le 2, fais le 4, fais le D, qu'on ne se retrouve jamais. T'appelles à Sonneur, quelqu'un qui te répond. En même temps, entre la dactylo et l'IA, il y a quand même... Il y a un gap entre les deux. Il y a une bonne marge, mais il a toujours aimé ça quand même, à faire des choses différentes. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas accès aux réseaux sociaux, il ne connaissait pas. Et toi, t'es bon là-dedans, arrange-toi avec ça. Il y a vraiment justement cette capacité-là qu'il a su quand même s'adapter au fil des années, pas à la perfection, mais il m'a amené beaucoup à travers tout ça, puis que je trouve encore aujourd'hui que moi-même, j'essaie le plus possible là, d'intégrer dans ma vie en général, mais dans ma compagnie aussi. Il a su s'adapter, mais il a su innover, parce que de développer un circuit routier d'une telle envergure, avec des moyens qui n'étaient pas nécessairement évidents à l'époque, fallait quand même le faire, là. Parce que si tu nous décris le circuit, pour ceux qui ne sont jamais allés, il y a du pied carré d'asphalte là-bas, pas à peu près. C'est assez impressionnant. En termes de notre circuit routier, est à 1,8 km qu'on prend le quart de mille, justement. Sur le drag. Le Triaval est un petit peu plus petit, mais on prend le circuit intérieur maintenant aussi là, pour nos journées de lapping. C'est vraiment assez... tu sais, je me souviens... J'ai vu ça récemment. Il y en a un qui donnait à peu près la grandeur du terrain. C'est quasiment comme 52 terrains de football américains, là. Fait que c'est quand même assez vaste là, comme installation. Est-ce que tu as déjà eu la chance d'être passager avec lui dans une voiture? Est-ce qu'il t'a montré ses talents de pilote? Parce qu'il n'en avait pas perdu ben. À plusieurs reprises, même à plusieurs reprises, avec sa minivan en plus. Il était, quand j'ai commencé à organiser nos événements de lapping, il nous chronométrait. Fait que là, s'il voyait, exemple, qu'on était sous son temps à lui, il venait nous voir. Puis là, il dit « Ouais, ça roule bien, nanana. » Puis il dit « Ah, vous allez pas mal vite. » Il y a des gars qui allaient, puis qui voyaient qu'il était un petit peu plus lent que lui. Puis là, il dit « Hey, tu veux que je te le montre avec la minivan? » Fait que le monde fait comme « Ben ouais, tu vas me montrer comment chauffer avec ta minivan sur une piste. » Mais il avait fait des docks de break sur sa minivan pour justement aider
à garder les freins le plus frais possible. Il fait des améliorations sur sa minivan pour passer les gars sur la track. Fait que c'est lui qui l'a construit. Fait que sa piste, il la connaissait là, assez par cœur. Facilement. Là. Il n'était pas capable, de toute façon, d'acheter un véhicule et de le garder. Fallait qu'il bricole quelque chose sur chacun de ses véhicules. Moi, ce qui m'avait fait le plus rire, je vous raconte l'anecdote parce que ça me pop en tête en ce moment. Il s'est acheté un Chevrolet Silverado neuf, mais de base, là. Cabine simple, boîte courte. Je ne sais même pas si c'était un 4 roues motrices. Je ne sais même pas s'il y avait l'air climatisé dedans. Puis, je me souviens qu'il y avait le OnStar qui arrivait à cette époque-là sur le marché. Et lui, de dire, je ne paierai pas une scène pour ça. Vous allez me l'enlever, vous allez débrancher tout ça et vous allez me donner un crédit si vous n'êtes pas capable d'enlever l'option. Et il s'était battu pendant quelques semaines avec le concessionnaire. J'imagine que ça devait être Lucier Chevrolet, là, qui est pas loin à proximité, pour faire désactiver le OnStar parce qu'il avait peur de cette technologie-là qui pouvait l'observer, de parler à distance. J'ai pas besoin de ça dans un auto, puis c'est pas vrai que je vais payer pour ça. Il y avait eu gain de cause. Ils l'ont défait le filage. Ça m'avait fasciné. Il fallait le faire quand même. Là. Mais le camion le plus de base que tu as jamais vu de ta vie, c'était assez fascinant de voir comment... chacun des véhicules qui étaient sur le site, et il y en avait quand même pas mal, il y avait une portion de bricolage et de trucs qui étaient faits tout le temps. C'était très, très drôle. Monsieur Guertin aimait beaucoup les animaux. Oui. Ça a-tu continué la passion? Puis c'est quoi les animaux qu'il y avait? Il a tout le temps aimé beaucoup les félins. Dans son jeune temps, il y a eu tigre, cougar, lion. Il y a eu beaucoup chez eux. Il y avait ça comme animal domestique. Le dernier que moi j'ai connu, que j'étais vraiment petit, là, c'était « Maman, je vais aller jouer avec le minou. » Ouais, le minou, il peut te manger, c'est pas... c'est une panthère. C'est le cougar. Un cougar? Le cougar, ouais. Okay. Il s'appelait Max, il est mort en 2005. Puis j'avais 7-8 ans. Puis « Maman, je vais aller dans la cage, aller flatter. » Je vois, lui, il a de l'air... T'as de l'air plus d'être son repas que d'autres choses. Mais quand M. Guertin, il y avait Max, il sortait une fois par semaine. Il allait promener sa piste lousse, pas de laisse, pas rien. Là. Ah non. Vraiment comme un... Moi, j'ai vu, je pensais que c'était un cougar, mais tu me dis que c'est un non, c'est ça. C'est un cougar, ouais. Je pensais que c'était une panthère, mais je l'ai vu à plusieurs reprises, moi, ce félin-là. Tu restes l'air bête, là. Tu sais, c'est correct dans un zoo, mais chez vous... c'est un bon agent de sécurité. Ouais, c'est assez spécial. Il était pas lousse dans la maison tout le temps? Non, il y avait une cage, si vous allez voir sur Internet, là, autour de la maison, il y avait une cage avec des clôtures de 8 pieds. Puis, s'il avait faim, il sautait par-dessus, aller chercher le lapin. Il revenait. Il sautait à la cage, puis il mangeait le lapin à l'intérieur. Il était vraiment très bien domestiqué. Surprenamment, là. C'était vraiment assez spécial. Puis, les souvenirs que j'ai, là, qu'il y a même des photos dans la maison... la patte, c'est gros, là. C'est un gros matou, là. Mais moi, j'étais jeune, fait que maman, je vais aller jouer avec le minou. Mais le minou, c'est ça. C'était quand même assez... Il y avait quoi, 20-30 chats sur le terrain tout le temps? Oui, puis même encore aujourd'hui, il en reste une dizaine là, sur place qui avait fait la demande justement dans Saint-Testament de garder justement les chats puis de continuer d'aider les chats errants justement dans certaines situations. Je sais pas si je devrais compter cette anecdote-là, mais... C'est triste, mais c'est drôle en même temps. Je pense qu'on est en 98 ou 99, puis on fait un match comparatif pour le guide de l'auto, puis on a 12 voitures sur le circuit, fait qu'il y a du monde. Puis c'est des petites voitures compactes, là, genre des Chevrolet Cavalier, Honda Civic, ce genre de voitures-là. Mais on arrive à l'entrée, puis à l'entrée, c'est là que tous les chats se tiennent. Ouais. Et Denis Duquet recule maladroitement sur un chat. Et Jacques Guertin est là, voit le chat qui est décédé, s'est fait frapper par une voiture et je pense que ça devait être un bébé. Il y avait des chats partout. Et Jacques Guertin de dire « Ben, coudonc, j'en ai d'autres. » Pas plus dur que ça. Fait que l'anecdote a duré 3 secondes. Et je ne sais pas si Denis s'est mal senti le reste de la journée. Surtout la réaction que... Comment est-ce qu'il va... coudonc, qu'est-ce qu'on fait j'en ai d'autres. C'est ça. Mais effectivement, il y avait des chats partout sur ce terrain-là. Puis évidemment, avec des voitures qui circulent partout, il y avait peut-être une petite portion. Ça devait arriver quand même fréquemment. Et là, je veux que tu me parles de son fameux silo. Sa maison. Il y a toutes sortes de légendes, d'histoires concernant la construction de cette maison-là qui allait à l'encontre de tout ce que la ville voulait. Il s'est battu et ça date pas d'hier que ça a été construit. Là. Fait que, raconte-nous l'histoire. Décris-nous d'abord la maison, raconte-nous son histoire.
La maison, en fait, c'est vraiment, à la base, l'idée, c'était d'avoir un silo. Pour M. Gertin, il a tout le temps aimé la hauteur. Il a toujours aimé ça, voir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il possédait. Donc, il voulait avoir un œil sur la piste en tout temps. Fait que la meilleure façon, c'est diriger une tour, mais avec les lois du temps, il n'avait pas le droit. Fait qu'il a pris, il dit, hey, les silos, ça marche. Fait qu'il a fait une demande à la Parce qu'on ville. est dans une région qui est agricole. Oui, c'est en plein ça. Fait qu'il a fait une demande pour faire un silo. La ville a dit oui, pas de trouble. Finalement, quand il a ajouté des fenêtres, il a masqué ça un petit peu là, pour que ça passe bien. Puis finalement, c'était pour habiter dedans, mais il l'a pas dit à la ville. Il l'a fait. Puis c'est venu justement avec chaque étage est un salon de cuisine. Chaque étage a son espace. Et il y a combien d'étages dans le silo? 10. Il y a 10 Ouais. étages. Rez-de-chaussée, cuisine, salon, chambre de bain, chambre des maîtres. Ensuite, c'est tous des bureaux. Puis sur le toit, c'est la belle terrasse là, on voit le stade olympique. Moi, j'ai vu les 2 premiers étages seulement. Il y avait du tapis partout là-dedans. C'était décoré comme dans les années fin 70, début 80. Bon, évidemment, ça fait longtemps que je suis entré. Ça a peut-être été modernisé Absolument ou probablement pas. Absolument C'est ça pas. que je m'en allais dire. Mais c'était quand même très audacieux. C'était baveux, là, vis-à-vis de la ville, de dire « Ouais, moi, je vais me bâtir un silo, puis finalement, ça va être mon domicile. » Parce qu'il n'y a pas un règlement Il n'y a personne qui a érigé des règlements qui peut imaginer que quelqu'un va vouloir habiter dans un truc comme ça. C'est Là. en plein ça. Il y en a une dans le monde, puis c'est celle-là. Tu sais, c'est quand même particulier. Et je sais qu'il l'avait fait fabriquer en Ontario. Il avait fait venir ça par pièce, puis on assemblait ça en Ok, c'est pas lui qui a quelques fait jours. custom dans le silo. Oui, mais ça a été assemblé en quelques jours, Ok. là, si ma mémoire est bonne. C'est tout en ciment. Fait que de bas en haut, c'est tout en ciment. Donc, à partir de là, c'est vraiment... Ça a été coulé comme ça. C'est coulé comme ça. Coulé comme ça. OK. C'est vraiment... C'est une armature, puis qui a été coulée comme ça, là. C'est résistant, là. Il me semble que c'est 200 km/h de vent, là. Fait que si jamais grosse tempête, c'est là que je m'en vais me cacher. Et il y avait plus récemment des projets d'un nouveau domicile. Oui. C'était quoi? C'était un domicile justement contre les ouragans. Donc, ça s'appelait, il avait appelé ça Structure Forever. Donc, Parce qu'on sait que les ouragans à Saint-Pie-de-Bagotte, Il y en a beaucoup. il y hein? en a beaucoup. C'est ça, c'est un peu effrayant. c'est un peu effrayant, mais surtout, avec les tornades, les conditions climatiques sont très changeantes aujourd'hui. C'était surtout pour les gens qui sont vraiment plus proches, mettons, des côtes. Au niveau justement là, d'avoir cette innovation-là. Puis c'est un fort mathématicien justement qui pouvait penser à tout pour justement que tout dure. Si on va voir le tunnel du Trioval qu'on passe en dessous de la piste, il est à peine craqué. Là. C'est incroyable à quel point que le tunnel, malheureusement, il y a déjà plus de cracks que le même tunnel à son air. Toi, tu parles de Louis Louis-Polyte, là. C'est en plein ça. Ouais. Il est flambant neuf, puis il est déjà plus craqué que le nôtre qui est là depuis 1900. Et puis juste pour ta gouverne, il a coûté un peu plus cher à bâtir aussi. Le silo, il est encore il est utilisé aujourd'hui? Oui, ben nous autres, on s'en sert comme bureau. Ok. Sur les 8 étages Ah à oui? l'intérieur, on s'en sert là, justement. Là, tout le monde, hey, on veut visiter. Je dis, non, si M. Gertin n'a pas voulu, vous rentrez pas plus non plus. Fait que le mystère va continuer, puis il n'y a pas. Fait que vous êtes 3 personnes ou 4 personnes à pouvoir entrer là et ça s'arrête là. C'est en plein ça. On garde le mystère. Il n'y a personne qui vit là. Fait que moi, j'ai eu un privilège que tu me dis de pouvoir mettre le pied dans la T'es bâtisse. très un chanceux jour. d'avoir même monté au deuxième, c'est encore plus rare. Le premier, quand on fait des rencontres comme ça, on se rencontre là. Fait que les gens voient le premier. Mais le deuxième, c'est très très rare. Fait que Écoute, moi, je suis rentré là pour aller signer un reçu de 300$ une journée. Là. J'avais rien demandé. Fait que tant mieux. Mais c'est assez particulier. Jacques Gertin s'est battu longtemps avec la municipalité. Puis moi, je dis municipalité parce que j'oserais pas appeler ça une ville. Là. Saint-Pie, c'est 6000 habitants ou à peu près. S'est battu avec la ville. C'est une guerre qui s'est terminée avec son décès à lui, mais qui se poursuit encore aujourd'hui. Comment est-ce que tu expliques d'abord qu'il y a toujours eu un litige avec la ville et il faut quand même souligner qu'il a toujours remporté ses batailles? Là?
Je te dirais que, tu sais, ce côté-là, c'est le côté que je connais un petit peu moins au niveau de tout ce qui est juridique, il en parlait pas beaucoup, c'était pas quelqu'un qui partageait beaucoup toutes ces informations. Qu'est-ce que je sais, c'est que ça faisait longtemps, justement, que c'est une place qui dérange, c'est une place qui est aimée par beaucoup de monde, mais que, ça serait bien plus payant avec des taxes, mettre des condos, mettre des, justement, des résidences. Condos. Mettre des condos. Il y a plusieurs... Aussitôt que M. Gartin est décédé, on a eu plusieurs appels. Hey, le terrain, tu es à vendre? On aimerait ça, faire un gros projet. Non, pourquoi on serait à vendre? Mais là, M. Gartin est parti, ça va arrêter. Non, on continue. Il voulait qu'on continue. Même avant de partir, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais il a fait faire des petits porte-clés avec l'année de 1969 et en dessous, il est marqué « Infini ». Pour, justement, lui, sa vision, c'était que ça continue. De faire perpétuer la chose. Avec les gens, justement, de garder ça en vie le plus longtemps possible. Fait que quand il est parti, il y en a qui ont... Hey, on va pouvoir en profiter. Enfin, il est parti. On va pouvoir, justement, mettre le pied là-dedans. Il n'y en a pas question, là. On garde notre terrain. On continue à faire ce qu'on faisait. Puis on veut même améliorer. Bien, aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend en ce moment, que la ville veut exproprier sa nerf, en ce moment-là. On travaille fort, justement, pour trouver une solution avec la ville. T'sais, au final, c'est important, tant qu'à moi, de cohabiter quand même avec la ville de Saint-Pie parce que, justement, on est pogné avec eux autres. Fait que si on se fait juste se pitcher nos avocats, au final, on perd de l'argent puis c'est pas l'argent qu'on peut mettre sur la piste. Mais c'est quoi le litige? Quel est le point de la municipalité de Sainte-Pie de dire, OK, on n'en veut plus parce que ce circuit-là a 60 ans? Il y a toute une histoire, il y a des retombées économiques. Tu sais, je veux dire, il y a une raison d'être, il y a des milliers de passionnés qui s'y déplacent encore, même s'il n'y a plus de l'événementiel comme il y a déjà eu dans les années 80, par exemple. Alors, tu sais, je veux dire, ça a une raison d'être, là. Ça a une raison d'être, mais à leur niveau à eux, tu sais, comme là, avec qu'est-ce qu'on vit présentement, c'est ils veulent faire une école secondaire, parce qu'il paraît que la ville de Saint-Hyacinthe est débordée d'écoles, qu'il n'y avait plus nécessairement de place. Puis, qu'il aimerait ça avoir ce terrain-là parce que c'est un terrain qui est zoné blanc. Donc, qui permet justement plusieurs types de possibilités. Mais penses-tu que c'est vrai ou c'est juste parce qu'ils veulent se débarrasser de sa nerf, ils évitent des plaintes à tous les jours? Je peux pas me prononcer pour eux. Moi, selon moi, je pense pas que c'est la raison officielle en arrière de tout ça. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire croire au final, mais c'est peut-être la seule façon qu'ils pensent qu'ils ont une chance de gagner, justement, parce que ça serait un bien communautaire. Oui, mais tu peux pas être contre la vertu. En fait, tu peux pas être contre la construction d'une école, c'est correct, mais c'est pas comme s'il manquait de terrain à Saint-Pie-de-Bagotte et c'est pas comme si c'était si simple que ça d'aller bâtir une école là, loin des endroits où il y a des systèmes d'aqueduc, par exemple. Là, je me mets à la place de quelqu'un qui a... Au final, c'est que la facture va être énorme. Là, je parle pas juste pour la personne qui aime son air, mais je parle pour les citoyens en tant que tels. Amener juste l'aqueduc, c'est environ 3 km de la ville. Ensuite, on s'entend que c'est une piste de course. Fait que faire la décontamination du terrain va coûter des milliers, sinon des millions de dollars avant de remettre ça. Décontaminer sa nerf au complet, oui. Rajoute-en des zéros, là. C'est en plein ça. Fait que ça va aller très vite. Puis au final, c'est qui va payer? C'est tout le monde de la ville. C'est toujours bien pas 6 000 citoyens, là. Tu peux pas refiler une facture de décontamination de ce terrain-là puis là, on dit 6 000 citoyens, mais c'est quoi? C'est 1500 maisons? Environ. Il n'y a rien de logique là-dedans. C'est en plein ça. Mais c'est la façon qu'ils ont trouvé pour, au niveau légal présentement, que ça fonctionne. OK, mais on va appeler un chat, là. Est-ce que tu considères, toi, que c'est une vendetta? Puis est-ce que la ville en veut encore à M. Guertin pour X, Y raison? Parce que la raison principale de vouloir vous exproprier, elle ne semble pas venir de plaintes de citoyens, si je ne m'abuse. Là. Depuis les dernières années, ça va vraiment bien au niveau du bruit. Ils ont fait une loi, la loi 235, qui disait comme quoi qu'il y avait des restrictions au niveau des heures, qui est tant qu'à moi, qui est correct, parce que justement, c'est important, justement, avant, les gens faisaient du bruit à 6 h du matin, partaient un V8 à 5-6 h le matin, quand tu as le camping à côté. Dans ta tente, c'est sûr que c'est un peu moins intéressant. Fait qu'ils ont régularisé les heures. Ils ont protégé eux-mêmes le drag de rue du vendredi soir à partir de 7h à 23h. C'est eux qui ont dit oui, c'est correct. C'est ça qu'on veut. On veut protéger le drag parce que c'est important.
Donc, à partir de là, c'est-tu une vendetta? C'est-tu justement l'opportunité que M. Gartin n'est plus là, que là, on peut les attaquer, qu'ils n'ont peut-être pas aussi les reins solides que lui avait? Bien, tu me dis que quelques semaines après son décès, il y a des gens qui venaient déjà cogner aux portes. Donc, il y en a qui attendaient son départ. Qui attendaient, ben oui. Puis il est rendu à 90 ans. Là. Fait que... Hey, c'est quand même quelque chose. Est-ce que tu as des calculs de retombées économiques vis-à-vis de Saner? Parce que, évidemment, Sainte-Pie, c'est une petite municipalité. Il n'y a pas énormément de commerce. Mais les villes avoisinantes, quand il y a des événements comme ça, il y a des restaurants, on vend de l'essence, des dépanneurs, les petits commerces les auto, hôtels. les hôtels. Les gens viennent au camping, justement. Il y en a beaucoup qui viennent camper, justement, quand on a des week-ends de 2-3 jours, Ouais. qui viennent camper. Donc, Ça amène de l'argent, là. ça amène de l'argent. Ça a tout le temps amené de l'argent. Puis, tu sais, pourquoi je crois que Saint-Pie et Samap aujourd'hui, c'est une bonne partie, justement, à cause de Saner. Je dis pas que c'est juste à cause de Saner. Ça doit avoir aidé beaucoup. Mais ça doit avoir aidé beaucoup. Tu sais, ils ont mis 2 campings à côté d'une piste de course parce que c'était quand même assez gros. Puis soulignons un truc, la piste de course était là avant. Avant, ben, ça. beaucoup de monde aujourd'hui. Puis, ils ont payé leur terrain beaucoup moins cher parce que, justement, tu avais une certaine contrainte à côté d'une piste de course. Mais encore là, c'est... Moi, j'habite à côté, puis je trippe, là. Moi, je suis content. Là. Mais tu sais, en même temps, un terrain de camping à côté d'une piste de course où il y a des activités quelques heures par semaine, c'est moins pire qu'un terrain de camping à côté d'une autoroute 20. Ou Où d'un ça roule en aéroport. continu. En plein ça. Moi, je vois ça de même. Je sais pas. Sur des cas comme ça, là, que la ville, est-ce que vous aidez entre vous, en mettons, d'autres pistes de course ou quoi que ce soit, vous contactez, vous dites hey, moi j'ai fait ça ou je ferais ça de même? Je le sais que M. Gartin, il y avait beaucoup de communication avec les autres pistes, notamment avec la piste de la Saint-Élie, qui a eu beaucoup, OK. il y a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Je sais qu'avec Simon, là, M. Gartin parlait beaucoup. Même chose à Sainte-Croix avec Jean. Il y avait beaucoup d'entraide. Puis là, récemment, j'ai vu pas mal tout le monde là, sur les réseaux sociaux là, qui nous supportait justement pour l'événement qui s'est passé là, dans les derniers jours. Fait que oui, depuis la perte de Saint-Eustache, il y en a beaucoup qui me disaient hey, tu dois être content. Non, plus qu'on en perd, plus que ça devient Pire, c'est. problématique. Puis encore là, est-ce que ça nous rapporte plus de monde? Bien, il y a moins de place pour en faire. Donc, s'il y a moins de place, peut-être qu'au final, mais qu'il n'y en ait plus, on va aller où? On va faire quoi? Donc, on en perd une, mais il n'y en a pas un autre qui reconstruit à côté parce que ça coûterait justement des millions et des millions de dollars. Fait qu'à chaque fois qu'on en perd une, ben on réduit justement la possibilité aux jeunes puis aux plus vieux, là, c'est pas juste les jeunes, mais aux gens qui veulent avoir un plaisir à dépenser de l'énergie, d'avoir une place qui est sécuritaire puis qui est bien encadrée. Fait que plus qu'on enlève ça, mais là, on n'arrête pas de marteler le point qu'on dit « Hey, on fait pas ça sur la route, on fait pas ça sur la route », mais sont les premiers à fermer tous nos autodromes. Fait qu'au final, on va où après? Ça, on l'a entendu maintes et maintes fois. Là. Puis À on maintes sait, reprises. je veux dire, on contraint les jeunes, on met davantage de règlements. Ils ont de moins en moins le droit de lâcher leur fou. À un moment donné, ça va juste exploser. Les gens ne peuvent pas imaginer que ça va juste s'étouffer. Non, c'est bien ça. C'est quelque chose qui ne se peut pas. Effectivement, qu'il y a eu une période... Moi, je mets le doigt sur le lancement du film Fast and Furious en 2000. Là. Oui. Il y a eu cette période-là où là, ça a été vraiment la folie. On a vu les courses de rue exploser. L'intérêt pour les dragues s'est explosé aussi. Le tuning qui en a suivi, on a vu ça beaucoup. Mais aujourd'hui, ça s'est calmé, mais il y a encore des gens qui sont adeptes du sport motorisé, quel qu'il soit, et qui ont droit d'avoir des sites comme celui de Saner ou de Saint-Eustache qui a été forcé de fermer, ou de Mécaglis, ou de bon, tu sais, il y en a énormément des circuits qui sont sous-exploités et qui sont hyper réglementés. C'est un élément qui est très agaçant et j'oserais dire spécifique au Québec, parce que lorsque tu vas, par exemple, à Watkins Glen, dans l'État de New York, c'est un très beau circuit, mais la ville respire au pouls du circuit. Tout est basé sur le fait qu'il y a un circuit en ville. Les commerces sont reconnaissants, les habitants sont reconnaissants. Puis il y a des circuits qui sont bâtis loin des grands centres, mais qui ont tout le respect de tout le voisinage ou des municipalités qui sont là. On dirait qu'au Québec, c'est le contraire.
On veut, tu sais, je sais pas c'est quoi l'idée. Tu sais, oui, on a un virage aussi au niveau de l'électrique. Il y en a beaucoup qui disent hey, on va tout finir avec des chars électriques. Il y a une pensée justement de réduire je pense, le bonheur du monde. Il y en a beaucoup qui taper sur la tête à bien des gens. Il y en a qui aiment ça, puis qui profitent du malheur des autres, malheureusement, pour justement, tu sais, le meilleur exemple que j'ai, c'est Atlanta Motorsport, ils ont eu des litiges avec la ville, puis je pense que c'est l'État qui a pris en charge de mettre un règlement pour protéger la piste de course. Fait que, c'est vraiment, ça l'a fait en sorte que justement, ils sont rendus avec des sites protégés qui sont rendus justement sécurisés, donc qui vont perdurer dans le temps. Puis c'est ça qu'on aimerait aussi avec nos pistes de course. Si on peut être la première, tant mieux, mais si après ça, on est capable de protéger tous nos sites qui sont rendus quasiment de plus en plus des sites historiques, justement parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Il y a eu des gens d'exception qui ont passé là, puis c'est à cause que ces sites-là qu'il y a eu ces gens-là, Gilles Villeneuve, pour le nommer, qui a visité plusieurs circuits. Puis aujourd'hui, ben, on a un circuit à Montréal qui porte son nom. Puis qui a une étoile autour de sa tête, à cause justement qu'il a eu l'opportunité de courir sur des circuits locaux pour commencer, puis après ça... Tu dis que l'État a protégé Atlanta Motor Speedway, c'est quand même assez fascinant. Est-ce que la CAQ défendrait le circuit de Sanaire, tu sais? Remarque, Christine Fréchette s'est pointée au Grand Prix de Trois-Rivières récemment. On ne sait jamais, mais effectivement, c'est le genre de truc qui mérite d'avoir un petit peu plus de... Penses-tu qu'il y a avoir des contrats comme avec la police qui viennent s'entraîner sur vos pistes à vous autres? Penses-tu que ça donne un argument simple de dire il faut garder la piste ou ça n'a aucune importance d'avoir de... Ben, ça a une importance parce que après ça, eux vont se pratiquer où? Tu sais, il y a eu des plaintes de bruit justement à cause des sirènes. Fait que les policiers se sont adaptés, ils ont mis les sirènes à l'intérieur du véhicule, donc à l'extérieur, t'entends rien. Mais la personne qui se pratique, il faut qu'elle se pratique dans un environnement le plus réel possible pour quand elle arrive sur la route, mais qu'il arrive quelque chose, elle soit prête. Mais si elle ne s'est jamais pratiquée, comment tu veux bien faire les choses sur la route? On a même les ambulanciers aussi avec le cégep de Saint-Hyacinthe qui viennent se pratiquer. Donc, tu as un véhicule que tu n'as jamais conduit qui pèse, on va dire, 3-4 tonnes, que tu conduis ton petit Elantra, que tu es habitué avec une petite traction. Là, tu tombes avec une boîte à beurre qui pèse le triple de ton auto. Mais tu n'as jamais roulé, tu n'as jamais pratiqué. Tu arrives dans des situations, j'ai une de mes amis qui est arrivé à une situation sur l'autoroute 10, justement, qui est passé proche de mourir à cause des conditions qui ont changé assez rapidement en Estrie. Puis, si tu as un manque d'expérience, la réponse est oui. Parce que justement, c'est des situations qu'on est justement l'hiver, le verglas, la neige, la pluie, c'est un ensemble de choses qui font en sorte que si on ne le pratique pas, bien, c'est difficile de réagir dans des situations d'urgence. Ouais, effectivement. Il y a quand même eu sur le circuit de Sanaire, au cours des deux dernières années, 2 décès. Peut-être tu peux nous parler des circonstances de ces 2 décès-là et de ce que vous faites à Sanaire pour assurer la sécurité de tous ceux qui vont sur le circuit, là. Pour le décès de l'année passée, on a ajouté des panneaux. Donc, on a ajouté de la signalisation pour mieux indiquer la zone, justement, les zones de sortie, pour que ça soit de plus en visuel. Ça fait 26 ans qu'on organise des drags. C'est les deux malheureusement, qui sont décédés l'année passée puis cette année. On fait tout notre possible. On a réaménagé le bac à gravier pour justement augmenter la zone de sécurité, pour justement réduire les risques. Malheureusement, c'est pas nous qui est derrière le volant à toutes les courses, mais on fait dans notre possible là, pour être capable de réduire le risque. Il y en a tout le temps un, malheureusement. On signe une décharge à l'entrée, justement, qui dit comme quoi qu'on n'est pas responsable, mais ça vient tout le temps avec un risque, puis il faut être conscient de ça. Est-ce que tu as l'impression que la Ville qui souhaite mettre la main sur votre terrain pourrait utiliser ça contre vous? J'imagine que ça va sûrement un jour sortir, oui, parce que justement, de dire « Hey, oui, il y a un décès », mais tu sais, il y a combien de vies sauvées grâce à Sanaire versus le nombre de décès. Tu sais, je suis le premier à dire que la chance que j'ai eue d'avoir un circuit qui m'a permis d'éviter plusieurs accidents au courant de ma vie, puis je me considère encore jeune, là, mais ça m'a permis justement... Plus que moi, en tout cas. Ça m'a permis de développer des compétences qui n'est pas... Il y en a beaucoup qui disent « Hey, j'aimerais ça, essayer ça, mais là, on ne sait pas trop où aller. » J'ai une de mes amies de Rimouski
qui a été au palais de justice, qui a demandé à un policier, je vais où si je vais avoir du fun? Mais le policier était venu à Sanaire. Le policier, il a dit, ben, tu peux aller à Sanaire. C'est où ça, Sanaire? Ben, t'es Rimouski. C'est 5-6 heures de route. Ouais. Elle dit, tu peux appeler là. Elle nous a appelé. Elle dit, hey, j'aimerais ça, avoir du fun avec mon char. Comment ça fonctionne? Elle nous a appelé, on a répondu. Ça fonctionne de cette façon-là, de cette façon-là. 2 semaines plus tard, elle est venue dans nos événements, puis elle dit, hey, enfin, j'ai une place. 5-6 heures de route, mais j'ai enfin une place que je peux avoir du fun en sécurité, puis je peux apprendre à développer des compétences. Oui, parce qu'il y a de la formation qui se donne aussi. Oui, moi j'ai mon école de pilotage que je donne, que je forme justement dans mes dernières années. J'ai formé une jeune de 14 ans qui fait de la course aujourd'hui en SPC, justement au Grand Prix de Trois-Rivières, que j'ai eu la chance de coacher, qui est Jade Wilson, qui finit, je pense que là, elle est rendue à 16 ans, qui est quand même compétitive avec dans la série compacte, que ça permet justement à des jeunes qui n'ont pas leur permis de conduire, mais d'apprendre à progresser. Puis après ça, quand ils arrivent sur la route, mais ils savent qu'ils ont une place pour se défouler, mais ils ont des compétences beaucoup plus avancées. Est-ce que vous avez à Sanaire des plans de relance pour le circuit, des projets, et évidemment aussi peut-être des plans de rénovation, parce que certains endroits qui commencent à vieillir un peu plus sérieusement. Est-ce que vous avez des projets d'avenir à Sanaire en ce moment? La réponse est oui. On est en train de justement développer des sections avec des zones de garage locatifs qu'on aimerait ça apporter pour justement permettre justement il y a des certains endroits qu'on pourrait utiliser pour justement faire de la location de garage pour être capable avec les amateurs, tout le temps avec le trailer, les chars modifiés, il y en a que... Les gens laisseraient leur véhicule là sur place, durant toute la saison. Toute la saison, puis même pendant l'hiver, qui pourrait avoir justement un endroit pour un mini-entrepôt pour permettre justement d'avoir une possibilité, puis à plus long terme, de peut-être même faire des lofts pour que les gens passent les fins de semaine. T'amènes la blonde, les enfants, le chum, la grand-mère, la cousine, un peu tout le monde. Donc, tu peux avoir une place à l'intérieur, dans nos journées chaudes surtout, d'avoir une place à l'abri. Une journée qui pleut, que ton chum ou ta blonde veut « Hey, je vais aller rouler sur la pluie », mais en dessous de la petite bâche, c'est pas toujours intéressant pour tout le monde. Fait que de permettre justement de grossir progressivement pour justement donner beaucoup plus de latitude, de donner plus de place aussi au niveau des corps policiers, d'avoir des garages pour leurs véhicules, d'avoir des zones justement à eux, d'avoir, je sais que la SQ avait fait la demande là, justement pour agrandir leur salle de formation pour avoir une plus grande facilité d'accueillir plus de monde. Fait qu'il y a vraiment d'aider tout le monde à avoir un endroit qui est encore plus plaisant. Pistes, y a-t-il des améliorations qui vont être faites sur les pistes ou même avoir une troisième piste de plus ou non? Ça serait... ça, c'est à très, très long terme. Là. C'est un peu un projet fou. J'aimerais ça l'agrandir. J'ai déjà mon petit pré-circuit que j'ai déjà fait quelques démarches pour voir qu'est-ce qui est dans la mesure du possible. C'est sûr que présentement, on est en train de traverser le gros nuage de pluie avec tout ce qui se passe. Donc, oui, on a un intérêt à justement à améliorer. L'important, c'est de le faire progressif aussi, de pas d'hypothéquer la piste, puis au final, dans 5 ans, on est fermé. Là. C'est pas ça. Ça coûte très, très cher aujourd'hui. Les dernières patchs qu'on a faites, ça a coûté plus que 100 000 $. Fait que ça va très, très vite là, au niveau du pavage de l'asphalte. C'est quelque chose que, oui, on aimerait beaucoup. On va être rendu aux questions rafales, Antoine? Absolument. Le mot Sanaire, ça veut dire quoi? Le mot Sanaire, ça vient du mot latin san air. Donc, M. Gertin, dans plusieurs années, il y avait une compagnie justement de j'ai oublié le nom. De climatisation, c'est ça, climatisation? Purification, c'est ça. Purification d'air. Puis il a toujours aimé le côté santé tout le temps. Donc, il a trouvé justement le mot que c'est air pur. Donc, Sanaire veut dire air pur. OK. C'est de là que ça vient du mot latin. Ce qui est un peu contradictoire quand tu considères la quantité de shows de boucan qu'ils ont eu là. Mais bon, bref. Autre question. Dans Days of Thunder, on voit le drapeau de Sanaire en tout début du film. Oui. Est-ce que c'était arrangé avec le gars des vues? C'est quoi l'histoire? Absolument pas. Il y a un monsieur qui est venu à Sanaire demander un drapeau. Monsieur Gertin... Là, évidemment, il faut comprendre le contexte. C'est un film qui a été tourné en 1989-90. Donc, M. Gertin, il a tout le temps eu beaucoup de misère à se départir de ces choses, puis de donner quelque chose à quelqu'un, c'était jamais son fort. Le monsieur il disait, hey, je m'en vais à Daytona pour une grosse course, justement, pour le Daytona. Puis, il savait même pas que ça allait se faire. Il a juste dit, OK, pour une fois, je t'en donne un.
Il a donné le drapeau. Il dit, la seule chose que je vous jure, c'est que je vais l'accrocher en haut de mon motorisé, puis on va avoir une présence. Puis, ben, il y a sûrement des caméramans qui ont vu le drapeau, qui peut-être qui connaissaient déjà l'emplacement, puis qui s'est dit, hey, gars, on le met, puis ça reste au montage. Fait que C'est quand même très hot. c'est quand même assez. Mais spécial. sans savoir qu'il y a un film qui se tournait, il voulait avoir un drapeau de Sanair pour l'amener à l'international, puis ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est en plein ça, c'est un moment historique quand là, qui même. est quand même assez spécial. L'événement le plus mémorable auquel tu as assisté à Sanair? Oh mon Dieu, la liste est longue. Qui te vient en tête tout de suite. Là. Je te dirais, chaque événement a sa particularité. Les gros événements que M. Gertin, les triples couronnes qui avaient des milliers de dollars en bourse, des 70 000 en bourse, des gros chèques, les championnats mondiaux de Willy qui avait son côté spectacle qui était vraiment impressionnant. Les gars sont à 200 sur une roue, arrivent au bout avec pas gros de tailleur sur une roue à 200 km/h. Ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai à Sanair. Je le disais tantôt, M. Gertin avait plusieurs véhicules qui étaient sur le terrain un peu partout. Il y avait notamment une Oldsmobile Toronado noire 66-67 qui était stationnée là sous un carport. Qu'est-ce qui est advenu de cette voiture-là? Je demande pour un ami. Je pense qu'elle veut. Je crois je ne sais pas si c'est lui qui l'avait revendu ou il l'avait donné à quelqu'un, mais nous, dans mes souvenirs à moi, je me souviens pas d'avoir vu ça. Ou oui, OK. Fait que ça faisait un bout de temps qu'elle n'était plus là. Oui. OK. Désolé. Bon, je vais dire ça à mon ami, malheureusement. OK. En tant que promoteur, c'est quoi ton rêve de faire à Sanair comme événement? De vieillir là. De continuer de permettre à des gens d'avoir l'opportunité d'avoir un endroit sécuritaire. Je trouve que c'est tellement important. Je trouve que ça devrait être plus annoncé. Oui, on en fait beaucoup avec les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus facile. Mais de permettre justement le sourire des gens. J'ai fait beaucoup de coaching dans ma vie. Puis c'est rare que j'ai sorti quelqu'un d'un auto triste. Fait que ce bonheur que ça procure aux gens, l'expérience que ça donne, il y en a qui font des sauts en parachute. J'ai commencé le parapente là pas trop longtemps. C'est des sports qui sont solo, mais l'expérience en course, ça permet justement de découvrir justement autant une passion, mais de découvrir un attachement avec les véhicules, mais les connaissances qu'on se fait. On est une grande famille. J'ai bâti plein d'amitiés justement à cause de Sanair, puis c'est de continuer à faire perdurer ça dans le temps. Excellent. La façon de soutenir Sanair, de quelle façon les gens peuvent soutenir Sanair? Parce que là, dans les dernières semaines, même si la ville est contre vous, n'empêche que vous avez eu pas mal de publicité. Ce qui ne peut pas nuire. Mais est-ce qu'il y a une façon pour les gens, pour le public, de soutenir Sanair, autre que de dire « Hey, je pourrais aller voir ça ce soir. » Bien, pour faire une vraie différence, c'est de participer aux journées qu'on organise. Ça, c'est sûr que c'est rattaché directement. C'est de continuer justement d'en parler. Ça, comme M. Gertin dirait, parlez-en bien, parlez-en mal, mais tant que vous en parlez, ça fait toujours de la pub. Mais c'est de continuer justement de supporter les événements qu'il y a sur place. Même, pour les gens qui nous écoutent, les promoteurs qui aimeraient ça organiser des courses. Nous, on en fait déjà beaucoup, mais les gens qui aimeraient ça, justement, avoir la chance d'aller dire, moi, je veux créer mon événement, un peu comme moi j'ai fait quand j'étais plus jeune, de dire, hey, ça serait quelque chose que j'aimerais, c'est vous avez des projets, vous pouvez venir nous voir, on va s'asseoir, on a une course de tracteur là, qui s'en vient, je pense. Course de tracteur, de petits tracteurs modifiés là, qui s'en vient, je me souviens pas de la date, mais justement, d'amener justement des nouvelles séries, tu sais, de ramener de la vie à Sanair. Donc, on est vraiment ouvert à plusieurs possibilités. Puis, je pense que ça peut être une bonne façon de soutenir la piste. Est-ce que c'est un site sur lequel vous accepteriez de faire de l'événementiel, des expositions de voitures, du statique? Complètement. Complètement. Il y a de la place. C'est pas quelque chose qui est exploité, je pense. Pas pour le moment. Je sais qu'il y a entre des branches qu'on entend qu'il y a certaines personnes qui voudraient peut-être nous approcher, qui n'ont pas osé encore, parce que justement, là,
avec tout ce qui se passe, il voulait peut-être pas trop s'impliquer. Mais oui, ça peut être quelque chose de possible. Puis si jamais tu veux en faire un, on peut. J'avais pensé à un rassemblement de grosses brunes. Je ne sais pas si tu l'accepterais. Un rassemblement juste de voitures brunes. Ça serait fantastique. Ça peut être quelque chose de très... On pourrait partir une nouvelle mode qui va durer 24 heures. Combien de personnes tu réussirais à avoir à amener sur le circuit? Ça serait quand même impressionnant. Je vais te forcer. Ouais. On va trouver un autre thème. D'après moi, on va trouver un autre thème qui va être un petit peu plus winner que celui-là. Ce qui ne veut pas dire que je n'amènerai pas la grosse brune quand même. Mais oui, je pense que c'est un site qui est extraordinaire pour ça. Moi, pour avoir pu exploiter le site, autant en m'amusant sur le circuit, du plus loin que je me souviens des endroits où c'était un peu cabossé. Quand tu arrives sur la ligne de drague puis que tu sens la voiture mordre au bitume parce que c'est pas mal plus collant à l'entrée de la ligne de drague que quand tu es en appui sous le pont. Je me souviens quand même de ce circuit-là, des bons moments qu'on a passés là, de la photo que je suis allé faire sur place aussi parce que c'est un site où il y a des angles un peu partout puis pour photographier de la voiture, faire des chroniques, c'était fantastique. Autant sur l'Oval, l'autre côté. Puis d'ailleurs, sur le site du Guide de l'auto, il y a quelques semaines à peine, j'ai publié une histoire où je me remémorais un match comparatif de Muscle Car en 2011 qu'on avait fait avec Camaro Mustang Challenger. Ça s'était passé à Sanaire. Tu sais, c'est le genre d'endroit qui est très, très pratique pour ça. Et on n'a pas... On les prend pour acquis, nos pistes de course, je pense. Mais quand il y en a une qui disparaît, on fait, tu sais, Saint-Eustache, ça fait mal. En quelque sorte, Mont-Tremblant, qui est rendu privé, on l'a perdu. C'est à peu près inaccessible aujourd'hui. Le circuit le plus prestigieux, qui est en plein cœur de Montréal, personne ne peut l'utiliser. Alors, je pense qu'une piste comme Sanaire mérite d'avoir plus d'attention. Et ça coûte un peu moins cher à louer que le circuit Gilles Villeneuve, je pense. Beaucoup moins. OK. On a encore des prix abordables. Tu sais, juste donner l'exemple, nos dragues de rue, c'est encore 15 $ pour 4 heures. Aujourd'hui, quelle activité que tu fais pour 4 heures pour 15 $? Il n'y en a pas beaucoup. Vraiment c'est pas un beaucoup. excellent point. C'est une bonne ligne, ça. Vraiment pas beaucoup. Puis c'est ça qui permet l'accessibilité. Même nos journées de lapping, c'est 150 $ en préinscription. Tu vas rouler à Tremblant, tu t'en sors pas en bas de 700-800 pour une journée. Ça, c'est si tu peux. Oui. Parce qu'il y a bonne chance pour pouvoir y avoir accès. Ça, c'est l'autre chose. Il y a de plus en plus, j'enseigne là maintenant aussi, il y a de plus en plus de l'accessibilité avec des groupes privés qui sont de plus en plus ouverts aux gens pour permettre justement d'avoir accès au circuit. C'est sûr que si tu veux rouler la fin de semaine, sors tes grosses poches profondes parce que ça coûte assez cher. Mais il y a de plus en plus de clubs là, qui permettent justement d'apporter. Moi, j'ai beaucoup de mes gens qui commencent à Sanaire, qui sont débutants, puis qui disent hey, j'aimerais ça un jour aller rouler à Tremblant. Sois bon ici, puis après ça, on va pouvoir progresser vers les autres circuits tranquillement pour justement de vous permettre d'aller rouler justement des circuits mythiques, autant au Québec qu'en Ontario. Kevin, merci d'avoir pris le temps. Ça fait un grand plaisir. Évidemment, bonne chance pour la suite avec le circuit de Sanaire, puis tu as tout mon soutien.